Voilà, maintenant, je suis très heureux de vous présenter la première table ronde qui ait été préparée en toute sécurité, en toute confidentialité et dans le plus grand secret. Alors, comment cette préparation a-t-elle été faite? Eh bien, nous avions un modérateur qui était prévu, mais là, malheureusement pour lui, et c'est pas très drôle d'ailleurs, il est hospitalisé à Dubaï, donc il n'a pas pu venir. Et donc, comme il était loin, toujours en voyage, on n'a pas réussi de toute façon à bien préparer le script exactement à les minutes près, tu diras ci, tu diras ça, etc. Et donc, tout ça s'est fait dans le plus grand secret. Et ce matin, quand François Masquelier est arrivé, je lui ai dit « François, mon ami, veux-tu bien me rendre un énorme service ?» Et François est vraiment un ami. Et François m'a dit « je ne sais pas quoi, mais je dis oui. Merci François. » Et donc, François a accepté au pied levé, prendre la place de Stéphano et de modérer cette table ronde. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est énorme. Bon, commençons. En fait, ce cyber risk, c'est un risque finalement assez nouveau. On voit que l'agence a été créée en 2009. Si je m'abuse, la première attaque d'un État, c'était l'Estonie en 2007, donc c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour nous. On parle de fraude depuis quelques années, et dans ce cénacle, ou à l'AFTE, ou dans les associations de trésoriers, on en parle souvent. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau et qui s'est, je veux dire, popularisé ces derniers temps, notamment avec les attaques dans le cadre des élections. On a évoqué l'élection américaine, l'élection française, etc. On a expliqué aussi quelques cas de fraude connus. Mais on voit quand même que le sujet de la fraude reste un sujet assez tabou. On n'aime pas trop en parler. Moi, j'ai une qualité de trésorier dans mon entreprise, mais je suis aussi CRO. Et je sais qu'il y a des risques dont on parle de manière un peu plus légère, en tout cas plus sensible, et on fait attention à ce qui est dit, puisqu'on a toujours peur de ce que la concurrence pourrait en faire et de la réputation que ça pourrait créer. Je compare souvent le cyber risk aussi au dopage. Les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance sur nous, et le temps, hélas, est un élément important, et il joue contre nous. Donc, on va essayer d'animer cette session de manière improvisée, avec quelques intervenants qui viennent de différents horizons. À ma gauche et à ma droite, j'ai deux banquiers qui donneront un peu l'aspect institution financière, comment est-ce que les banques aident leurs clients et comment elles luttent contre la fraude en interne. Bien sûr, quelqu'un qui représente plutôt l'État, la réglementation et une des autres parties prenantes très importantes. Et puis Olivier qui représente SWIFT, un autre acteur important, et on aura l'occasion de parler d'une grande initiative que SWIFT fait pour essayer aussi de renforcer les mesures de sécurité. Et moi, pour ma part, ainsi que les 700 ou 800 personnes qui représentent des entreprises, je représenterai les trésoriers d'entreprise, et plus particulièrement l'Association des trésoriers d'entreprise européenne, car je pense que nous, en tant qu'association de trésoriers, on a aussi un rôle à jouer dans le cadre de la fraude et de la lutte contre la fraude, que ce soit fraude en général ou fraude informatique en particulier. Donc voilà, alors commençons peut-être par une première question pour mes deux voisins banquiers. On parle de cyber risk, mais c'est quoi le cyber risk? Comment est-ce que vous définiriez ça pour une entreprise? Quels sont les risques auxquels on doit faire attention? Et pour nous, en tant que trésorier, plus particulièrement. Peut-être Alexandre. Alors, Alexandre Plevinage, ING Belgique, j'arrive de Bruxelles. Disons que le cyber risk, pour moi, aujourd'hui, autant au niveau IT qu'au niveau financier, fait partie des plus grands risques auxquels les entreprises vont devoir faire face cette année et les prochaines années, simplement parce que c'est celui qui va se répéter le plus souvent. Et on voit qu'on est souvent préparé à beaucoup de risques, avec des assurances, avec différentes organisations des process. On se rend compte encore aujourd'hui que le niveau de maturité dans les entreprises, et étonnamment parfois dans certaines grandes entreprises, n'est pas suffisant pour pouvoir faire face à ce genre de risque. Et je parle principalement des gens, parce que c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, hein, dans 80% des cas, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur humaine. Les cybercriminels sont j'allais dire des cyberpsychologues, ils sont très très forts et ils manipulent de manière très intelligente de façon à ce qu'une personne qui normalement constituée, normalement éduquée, va se faire avoir.
Ils vont utiliser nos faiblesses, ils savent exactement comment on réagit dans quel cas de figure, et c'est ça qu'ils vont utiliser pour attaquer les entreprises. Aujourd'hui, le cyber-risque est partagé par toute l'entreprise. Ça n'est pas lié à la comptabilité pour la fraude financière, parce que, par exemple, je peux passer par n'importe quel employé, y compris la personne à l'accueil, pour commencer à récolter des informations sur l'entreprise, et ensuite faire une fraude au président. Mais au niveau IT aussi, la personne qui va recevoir un email et cliquer sur un lien, télécharger un malware, c'est n'importe qui dans l'entreprise aujourd'hui. La sécurité informatique n'est pas liée au système IT, n'est pas liée à l'équipe IT. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Nous sommes tous responsables de la sécurité, alors de notre sécurité personnelle, c'est certain, mais de la sécurité de notre entreprise. Commentaire, peut-être Henri. Oui, alors effectivement, vu de la banque, les risques, ils ont considérablement augmenté depuis quelques années. Je dirais que c'est... Enfin, moi, je daterais ça, alors, un peu arbitrairement, depuis 2012. On a vraiment senti une accélération. Alors, évidemment, vous connaissez tous les fraudes par usurpation d'identité, fraude au président, fraude aux fournisseurs et les variantes, qui ont eu quand même des impacts, alors dès le début, très 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 graves sur certaines entreprises. Hein, ça a été plusieurs dizaines de millions d'euros de préjudice pour certaines entreprises dès le départ. Bon, autre exemple de dommages plus ou moins récents, Facebook et Google ont perdu plus de 100 millions de dollars chacun dans des fraudes aux fournisseurs. Donc vous voyez, les fraudes de ce type-là peuvent vraiment vous atteindre directement. C'est aussi la multiplication, on le voit, des attaques pour récolter de l'information. Hein, tu en parlais, Alexandre. Le faux service des impôts qui veut collecter des informations, etc. Enfin, de plus en plus, je pense que tous, vous sentez que vous êtes de plus en plus attaqués de ce type-là. C'est aussi... Je pense que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, que le risque est systémique. Et je crois que c'est vrai, le risque est systémique. Donc le risque n'est pas uniquement, évidemment, chez le trésorier d'entreprise ou dans la fonction finance, mais ces fonctions sont directement impactées par ce risque systémique, qui doit être pris en compte dans votre métier. À savoir, si un malware prend le contrôle des PC de l'entreprise et crypte tout, comment puis-je réagir? Enfin, est-ce que j'ai prévu de réagir pour ma continuité de service? Si un malware bancaire prend possession de mes postes, est-ce que j'ai mis en place des procédures qui permettent d'amoindrir le risque de paiement frauduleux, etc. Voilà, donc je crois que la fonction, évidemment, du trésorier, c'est pas de lutter, enfin, c'est pas un RSSI, mais il doit absolument se préoccuper des risques systémiques et probablement participer à une gouvernance de lutte contre ces risques. D'accord. Et est-ce que vous voyez, alors une question peut-être pour l'ensemble des intervenants, un rôle que nous, en tant que trésoriers ou association de trésoriers, nous devrions jouer, parce que je pense qu'on est aussi donc complètement concernés pour essayer de coordonner. Parce que ce qui nous semble important, c'est de voir qu'il y a différentes parties prenantes, mais il n'y a peut-être pas nécessairement la bonne coordination. Et on est heureux de voir qu'il y a des agences, et même à tous les niveaux et au niveau européen, qui essaient de coordonner, de transmettre cette information. On voit qu'entre banques et trésoriers, on se parle plus. On va parler plus tard de SWIFT avec ses clients utilisateurs, banques et corporate. Mais au niveau de la coordination, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu un manque de coordination de différentes parties? Et quel rôle devons-nous jouer, nous, en tant que trésoriers, associations en particulier? Faire un commentaire, peut-être, Emmanuel? Je prends le micro. Ça marche. Oui, juste, je vais juste compléter quelque chose qui a été déjà dit un petit peu, mais c'est qu'on pense toujours aux attaques informatiques très dures qui vont vous mettre par terre et qui vont vous vider vos coffres ou votre trésorerie. Mais la plupart, la situation actuelle, j'ai décrit une évolution de la menace qui risque demain d'être relativement indiscriminée et avoir pour objectif de saboter.
Mais aujourd'hui, il y a déjà une menace qui se cache, parce que vous l'avez fait remarquer, on n'en parle pas, vous l'avez dit, je voulais confirmer, on n'en parle pas pour se préserver quand on est une victime, mais c'est aussi parce que les attaquants sont malins. Quelqu'un qui va vous cryptoloquer vos données. Vous êtes une PME, vous avez, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires, une dizaine d'employés, et un matin vous arrivez, votre système est chiffré, et vous avez une demande de rançon. Ben, la demande de rançon, elle va s'élever à 1 500 €. Donc au bout de 12 secondes et 3 centièmes, vous avez payé la rançon. Et le cryptoloqueur, l'attaquant, va disparaître, mais il va faire ça 10 fois dans la journée. Et voilà, et donc ça va passer dans le paysage, parce que chacun va être ponctionné de manière intelligente, et ça ne va pas créer de rupture d'équilibre général. Et donc c'est aussi pour ça que la cybercriminalité se développe, parce qu'elle est intelligente. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des concurrents malveillants qui utilisent ces méthodes, et donc quelquefois ça peut porter atteinte très gravement à une entreprise. Il y a des entreprises qui se sont fait voler leur R&D. Mais il y a ces actions de sabotage qui prennent de l'ampleur. Alors ça, c'est nouveau, mais il y a déjà tout ce qu'on a dit qui est en place et qui est un petit peu, en quelque sorte, absorbé par les entreprises, de manière informelle, je dirais. On pourrait se dire que ça va continuer comme ça, mais ça va forcément dégénérer. Donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et pour ce qui est des trésoriers, je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas compétent. Vas-y. Utiliser, puisque finalement, la session des trésoriers, vous avez quand même une importance qui peut aider au niveau des écoles et des centres de formation. Moi, je donne des formations à des comptables tout le long de l'année, et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'écoles de comptabilité où il n'y a même pas un cours sur comment est-ce qu'on détecte et on réagit à la fraude. Aujourd'hui, il y a quand même des signaux assez évidents, et je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent pour y avoir fait face, mais pour reconnaître ou pour prévenir une fausse facture, pour prévenir une fraude au CEO, il y a des mots-clés comme secret urgent. Mais si on apprend ça aux comptables aujourd'hui, on va mieux se protéger demain. Le souci, c'est qu'on forme encore aujourd'hui des générations de gens qui n'ont pas la connaissance pour faire face à un risque de toute façon auquel ils vont être confrontés. Donc il y a peut-être là quelque chose que vous pouvez faire aussi pour appuyer les institutions, la partie formation, pour donner des cours et prévenir finalement ce genre de fraude dans le futur. D'autant que la formation est vraiment une des missions de nos associations, donc je pense que partager l'information et puis éduquer les futurs trésoriers et les avertir de ce type de risque est très important. Alors peut-être une question pour Olivier, qui a aussi remplacé au pied levé notre modérateur de la session, qui va lui parler plus sur l'aspect SWIFT. On a parlé, à mon sens, peut-être pas assez d'un programme, et je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. En tout cas, il a été abordé, je pense, l'année passée dans ce même cénacle. C'est le CSP, le Customer Security Program que SWIFT vient de lancer, qui était déjà d'application fin l'année passée, puisqu'il fallait déjà faire un premier self-assessment. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez très rapidement expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en quoi consiste ce programme, et puis après qu'on puisse un peu en discuter et voir ce qu'il va impliquer et comment il aide justement à réduire ou à mitiger les risques d'attaques cyber. Donc effectivement, en 2016, SWIFT a lancé l'initiative CSP qui s'applique à tous ses membres. Il y a eu pas mal de consultations avec toute la communauté et dans la foulée du développement du programme, il y a eu également un certain nombre de roadshows. Donc SWIFT a lancé, mais vraiment partout dans le monde, différentes initiatives pour rencontrer les clients et essayer d'avoir leur feedback et également partager ces contrôles. Alors ça s'est matérialisé de manière différente un peu selon les pays. Par exemple, pour les corporates, les entreprises en France, SWIFT a de très bons contacts avec les services bureaux. Donc les services bureaux étaient notre intermédiaire privilégié pour partager les fondamentaux de ce programme. Il faut dire que la France est peut-être le pays qui est le premier utilisateur de SWIFT. Si je ne m'abuse, je pense qu'on parle de 300 utilisateurs. Donc c'est certainement le pays dans le monde qui est le plus au fait du système. Et j'ai un peu l'impression au niveau des associations de trésoriers, quand je vois l'ensemble de l'Europe et pas spécialement les pays les plus avancés, que ce Customer Security Program est encore un peu nouveau
un peu inconnue. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours? Et puis, on a du retour, je dois dire, dans un premier temps tout à fait positif, dans le sens où on avait demandé que pour fin 2017, les attestations soient remplies pour toute la communauté. Or, on a eu un 89-90% de réponses effectives. Donc maintenant, on a monté la barre également dans un second temps pour demander que tous les clients soient conformes avec les requirements pour la fin 2018. Donc ça, c'est le feedback qu'on a reçu. Les corporates, effectivement, sont un différent type d'animal, je vais dire, dans le sens où ils sont moins exposés directement à Swift. Et donc là, on doit probablement avoir de faire des efforts complémentaires à ceux qu'on a déjà faits. Tout à l'heure, on citait l'association des trésoriers. Personnellement, j'ai rencontré l'association des trésoriers en Belgique pour faire donner différentes explications. Et j'invite les clients corporate qui se sentiraient encore un peu dans le brouillard avec ce programme, soit de retourner vers leur service bureau, parce que souvent, donc, comme j'ai dit, ils utilisent des intermédiaires, ou bien de revenir vers Swift directement, où on peut éventuellement participer à des forums. Est-ce que ça a été suffisamment compris que ça couvre toute la communauté des utilisateurs et que le fait de passer par un service bureau ne suffit pas pour s'affranchir de cet exercice de self-assessment? Nous n'avons pas reçu de retour vraiment négatif par rapport à ça. Je veux dire, ce qu'on a demandé, c'est plus de clarté sur un certain nombre de documentations qu'on proposait. Et encore une fois, donc, les services bureaux sont pas mal à intervenir pour dire, voilà un peu ce à quoi nous sommes sujets en tant que service bureau, parce que quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les services bureaux sont l'objet, pas du programme CSP, mais d'un programme CIP qui est plus contraignant. Il y a, juste pour information, il y a 27 contrôles imposés aux clients par le programme CSP. Il y en a plus ou moins 50 pour les services bureaux. Donc, eux ont la maturité technologique pour certainement assister les clients terminaux de ces services bureaux et les aider donc à remplir ces... Parce que donc on parle de 27 contrôles pour un utilisateur corporel, comme il y en a beaucoup dans la salle. 16 sont obligatoires. 11 sont sur base volontaire, mais on peut penser qu'à terme, ils deviendront eux aussi obligatoires. Alors, que doit faire un corporate en pratique quand il constate que dans les sous-contrôles des 16 questions, il n'est pas en conformité? Que peut-il faire? Et que doit-il faire? Alors, tout d'abord, je crois que la première chose à faire, c'est de voir les contrôles qui sont applicables à votre organisation. Swift a défini différents types d'architecture, donc votre empreinte Swift peut être très différente selon que vous passiez par un service bureau ou pas. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire. Ensuite, c'est d'engager un projet dans votre organisation pour vraiment capturer les éléments qui font partie de cette empreinte. Et à ce moment-là, à la lecture de ce framework qu'on a mis en place, de déterminer quels sont les contrôles et s'ils sont appliqués chez vous, dans quelle mesure vous vous conformez au contrôle. Et alors, ultimement, vous pouvez toujours revenir vers Swift. Le support de Swift est disponible pour vous aider. Personnellement, je travaille en troisième ligne du support. Donc, nous avons les questions qui sont peut-être un peu plus complexes ou plus philosophiques parfois sur le programme. Mais dans l'ensemble, je pense que Swift a mis en place une structure de support adéquate qui est relativement flexible. Et encore une fois, le programme CSP, les individus dont je fais partie, sont prêts à collaborer un peu plus en détail avec les clients au besoin. Le premier commentaire que je ferai, c'est que je suis assez étonné, et je suis bien ce qui se fait dans la communauté des trésoriers. Le sujet n'a pas été beaucoup abordé par nous, en tout cas. Si vous faites une recherche sur Google sur ce programme, on vous renvoie tout de suite au site de Swift. Et donc, il y a finalement peu d'informations qui est fournie par les banques ou par les trésoriers ou les associations ou les magazines. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra que nous améliorons notre communication parce qu'on est concerné au premier chef. Et à la différence de ce que certains pensent, nous sommes obligés de remplir cet exercice, même si on passe par cet intermédiaire service bureau qui, lui, est encore à un stade plus contraignant, et peut-être les banques aussi dans un autre domaine. Une remarque peut-être générale, avant de passer la parole à nos invités.
j'ai aussi l'impression que SWIFT met la barre un petit peu haut. Et on parlait ce matin de KYC, c'était très intéressant. On peut se demander si le mieux n'est pas l'ennemi du bien, si en mettant la barre très très haut, et on comprend pourquoi, et il faut expliquer peut-être l'origine de ce programme, c'était l'incident avec la banque Bangladesh en 2016. On se demande si l'effort marginal qu'on va nous demander pour arriver à être compliant sur tous les différents 27 points de contrôle, les contrôles internes, ne va pas avoir un coût qui sera disproportionné aux bénéfices et à la sécurité additionnelle que ça va apporter. Donc, il y a un petit peu un questionnement au sein des associations, et en plus, on n'a pas encore le retour et un peu de benchmark pour savoir ce qui est la bonne pratique, ce qu'il faut faire, ce qui nous manque. Et donc, je pense que là, on a un très, très gros effort à faire, et là, je parle pour notre communauté, pour essayer de se parler entre nous et savoir, avec votre soutien, avec celui des banquiers, quel est le niveau idéal à atteindre, la bonne pratique pour essayer de limiter ce risque. Peut-être cette réponse marche, oui. À propos de l'origine du programme, effectivement, il y a eu l'incident au Bangladesh qui clairement a été documenté en long et en large dans la presse notamment. Mais je pense que le programme, justement, a essayé d'élaborer ces contrôles dans la perspective de quid du modus operandi qu'il y avait eu derrière cet accident. Donc, quelles sont les différentes étapes par lesquelles les hackers sont passés? Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme contrôle pour mitiger chacune de ces étapes? Bon, en étant évidemment conscient du fait qu'un risque zéro n'existe pas, mais on a placé la barre relativement haute en tenant compte de ce modus operandi d'un côté, et d'autre part, encore une fois, donc j'insiste, bien étudier quelle est l'empreinte SWIFT dans votre organisation, en donnant compte du fait que vous n'êtes pas responsable de la sécurité du service bureau, en tant qu'utilisateur du service bureau, et aussi le service bureau n'est pas responsable de votre sécurité. Donc chacun a son périmètre de sécurisation et son travail à faire. Une question pour Henri, enfin, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en tant que banquier, sachant que le risque pour un corporate qui ne serait pas en conformité, ce serait d'être, en tout cas, mis en évidence au travers de la communauté qu'il ne correspond pas aux critères de conformité, et donc qui pourrait peut-être gêner certains de nos prestataires qui ne voudraient plus travailler avec nous si on ne respecte pas ce minimum. Comment est-ce que vous voyez les choses du côté bancaire? Alors, enfin, à titre personnel, il y a plusieurs choses ça m'interpelle quelque part. D'abord, bon, je trouve ça plutôt vertueux, et quelque part, j'ai envie de dire que j'envie un peu SWIFT de pouvoir demander à ses clients d'être au niveau, on va dire. Il est vrai que pour les banques, on a affaire finalement à des clients de toute taille qui sont, on va le dire, souvent mal protégés. Et ça a été un changement depuis quelques années, un vrai changement de paradigme, quelque part, pour nous, dans l'e-banking, qui est de se dire, avant, on avait des systèmes e-banking très sécurisés, de l'authentification forte, etc. Mais, à cause des failles humaines, principalement, je ne peux plus vraiment faire confiance à un comptable qui envoie un ordre de virement, parce que si bien il a été dupé par des escrocs, et je ne peux plus non plus faire confiance à son poste de travail, parce que aussi bien il a été infesté par un malware. Donc ça vient vraiment changer la façon dont la banque travaille avec ses clients, je pense, et c'est pas fini parce qu'on va s'adapter. Alors c'est vrai que du coup, ce qu'on a fait, toutes les banques, c'est énormément de sensibilisation, c'est également mettre en place des outils de détection qui vont encore s'améliorer, qui vraiment, voilà. Ça n'est pas, il est vrai, la contrainte qui est de dire, voilà, vous pouvez travailler avec nous si vous avez tel niveau, tel niveau, tel niveau. Mais on est dans des situations assez différentes, bien sûr. Donc voilà un peu ma réaction à ça. Après, je pense que c'est vertueux. La question, c'est est-ce que ces standards de sécurité, entre la Banque centrale du Bangladesh, qui était à un niveau quasi nul de sécurité, et ces 16 ou
ou 27 critères. Est-ce qu'il y a un juste milieu? Ça, je sais pas. Moi, je suis pas à même d'en juger. Et puis on arrive à un risque, comme avec le KYC, de sélectivité qui fait que vous n'êtes plus maître de vos clients, ou Swift non plus. On met le niveau assez haut et il faut remplir ces critères pour pouvoir travailler. Donc je pense qu'avant on faisait le business de manière beaucoup plus, je veux dire, insouciante. Aujourd'hui, on limite un petit peu les contreparties avec qui on veut travailler. Moi je voulais poser encore une question aussi, peut-être, alors d'abord à Emmanuel, mais puis aux autres intervenants. On parle de réglementation. Les réglementations, il y en a une la PSD2, qui à mon avis, crée vraiment une révolution et va ouvrir, et vous, banquiers, allez devoir ouvrir vos systèmes à des externes, à des fintechs. On va parler, il y a beaucoup de fintechs ici dans la salle. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est une opportunité, une menace? Et puis comment, après, nos voisins banquiers voient les choses? Emmanuel, votre commentaire peut-être. Juste en 2 mots, je rebondis juste sur ce qui a été dit avant pour parler des grands courants. Tout ce que vous dites, moi je trouve ça très, très pertinent, très intéressant. Ça s'inscrit dans des courants plus larges de changement. Il y a un grand courant qui est celui de la migration vers le cloud d'une partie des systèmes informatiques, qui ne va pas régler les problèmes de sécurité, qui va les faire reposer sur d'autres, qui va en changer un peu la nature, mais il y aura toujours des problèmes de sécurité. Vous avez entendu parler d'une faille qui est apparue en décembre et qui a été publiée en janvier, enfin qui a été publiée en janvier en tout cas, qui est apparue un peu avant, sur les microprocesseurs Intel. C'est une faille physique, donc très très en amont de tout ce qu'on peut avoir. En général, les failles que vous découvrez, c'est des failles qui sont utilisées sur des logiciels, sur des applicatifs que vous avez sur vos ordinateurs, qu'il y a dans des serveurs et qui sont en contact avec l'extérieur. Là, c'est vraiment du physique, c'est très en amont. Bon, ce genre de faille, ça peut être une faille qui va toucher des hébergeurs, qui va toucher des gens qui proposent des services sur le cloud. Donc, les gens qui sont des prestataires d'hébergement et de services de cloud ne sont pas exempts de la menace, ne sont pas exempts de problèmes de sécurité. Ils peuvent les concentrer, ils peuvent mutualiser des moyens, mais ils ne sont pas exempts. Donc ça, c'est un grand courant qui existe. La deuxième chose, c'est que sur les aspects que vous évoquiez, je n'ai pas vraiment de réponse précise qui pourra intéresser au niveau de détail où vous l'avez amené nos interlocuteurs, mais globalement, je dirais que la sécurité repose sur aussi la relation des différents acteurs d'une opération, et il y a de plus en plus d'acteurs, et les surfaces d'exposition des banques, par exemple, est de plus en plus grande, puisqu'on demande, parce que les clients exigent, ou les particuliers par exemple, les entreprises exigent d'avoir en ligne accès à des services de plus en plus sophistiqués, qui jusque-là étaient le privilège des gens qui étaient à l'intérieur des réseaux et pas à l'extérieur. Donc forcément, ça augmente la surface d'exposition, et ça c'est aussi un grand courant qui va se développer, puisque les exigences des clients sont de plus en plus grandes. Donc tout ça, ça participe je dirais, à la croissance exponentielle des préoccupations que vous avez évoquées. Un commentaire alors sur la PSD2. Je trouve que la PSD2 est une bonne chose parce qu'elle va ouvrir la concurrence, et finalement au niveau client, ça va permettre d'offrir de nouveaux services peut-être plus adaptés avec des sociétés qui sont certainement plus rapides, plus flexibles qu'une banque. Donc au niveau clientèle, c'est une très bonne chose. Juste pour prendre un exemple personnel belge, chez nous, les banques se sont dit, bon, oui, c'est une concurrence à laquelle on doit faire face, pourquoi on ne créerait pas notre propre start-up? Et finalement, on a créé nos propres services derrière pour être sur ce marché-là aussi, être concurrent, avec une structure qui était plus flexible. Je pense que ça apporte beaucoup au niveau du client, et il y a vraiment du bon là-dedans. En revanche, ce qu'Emmanuel dit est très important. Il y a deux aspects auxquels il faut être prudent. On travaille avec des sociétés, certaines sont des grosses sociétés qui ont les reins solides, d'autres qui sont de très jeunes entreprises, mais qui vont avoir accès à des comptes bancaires et qui vont manipuler de l'argent. Il faut aussi être certain que ces entreprises offrent un niveau de sécurité suffisant à leurs clients, ce sur quoi nous, en tant que banque, on n'a pas la main. Et c'est pas une mauvaise chose, mais enfin, il faut être certain que la protection des paiements soit suffisante.
Maintenant, il y a un aspect qui, moi, personnellement, me fâche dans cette PSD2, c'est que la responsabilité financière en cas de fraude reste du côté de la banque. Et donc, on vous dit, OK, quelqu'un d'autre va processer les paiements, vous n'intervenez plus, OK, très bien, bon, mais si jamais il y a quoi que ce soit, c'est de votre faute. Et ça, c'est comme un peu difficile à avaler, je trouve. Il y a un autre aspect qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, c'est que dans les banques françaises, les données restent en France. Dans les banques, si vous avez des intermédiaires bancaires qui stockent leurs données aux États-Unis, vous exposez vos données bancaires à des espaces juridiques qui ne respectent pas forcément les règles que nous respectons en France. Et en l'occurrence, dans le monde anglo-saxon, le freedom of speech, premier amendement, est premier par rapport au 4e amendement sur la privacy. Et c'est un peu le contraire. C'est le contraire, en fait, en Europe. La protection de la vie privée est plus importante que ce qu'on peut rendre public parce que ça intéresse tout le monde. Et du coup, des données qui seraient stockées dans un espace de droit anglo-saxon, de droit américain, par exemple, droit californien, sont susceptibles d'être exploitées par plein de gens. Est-ce qu'on n'imagine pas forcément en France, dans une banque française qui stocke ces données en France, voilà. Sachant que il y a des banques qui effectivement stockent aussi des données dans des clouds qui sont exploitées, mais qui sont en Europe, mais qui sont exploitées par des intelligences artificielles qui sont à l'étranger, donc forcément les données passent à l'étranger, donc elles peuvent être regardées par d'autres gens. Voilà. Il y a toute une réflexion là-dessus qui est aussi qui est connexe à celle de la protection des données personnelles, du RGPD, que vous avez tous entendu parler. Voilà. Donc, voilà, moi je retiens aussi que les réglementations, c'est intéressant, ça peut offrir des opportunités, je suis convaincu, certaines menaces aussi. On est, nous, très très critiques en tant que trésorier d'entreprise sur ces réglementations qui ont été beaucoup de contraintes de mise en place. Alors certes, à l'échelle de vos métiers, certainement moins contraignantes et moins coûteuses, mais c'est une question pour Emmanuel ou pour Henri. Est-ce qu'on peut y voir aussi un côté un peu positif, voir aussi le bon côté de ces réglementations qui obligent à revisiter les processus, à renforcer, à se poser les bonnes questions? Est-ce qu'on peut pas aussi y voir un côté assez vertueux? Oui, certainement. Certainement, ça oblige quelque part à quand même avoir déjà des niveaux de sécurité minimum. Après, il ne faut pas... il y a deux risques peut-être dans les réglementations, c'est les appliquer bêtement. Bon, enfin, je pense que globalement, c'est assez, enfin, j'espère assez rare, mais c'est de se dire, ça y est, je suis conforme, donc je suis protégé. Ça, c'est vraiment une grave erreur. Hein, quand on voit les grands vols de données, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais ils sont connus, la plupart étaient... en conformité avec PCI DSS, etc. Donc, c'est pas du tout suffisant. Et le deuxième risque, peut-être, c'est aussi que ça mobilise beaucoup de budget, beaucoup de ressources dans des contextes qui sont quand même assez serrés. Hein. C'est-à-dire que peut-être que les banques ont la surface financière pour absorber ça, ces efforts, et puis en plus mener une vraie stratégie de lutte contre les risques. Après, les entreprises, parfois, elles vont peut-être utiliser la majorité de leur budget à se rendre conformes, et donc c'est une vraie question quand même. Je pense qu'il faut le faire de manière intelligente et pas oublier l'objectif, la stratégie derrière tout ça. Clairement, l'élément budgétaire est un élément contraignant que nous devons allouer de manière optimale. Et c'était juste mon point, essayer de trouver la bonne allocation, parce que nous devons développer nos activités aussi. Il n'y a pas que la mise en conformité, il y a la productivité qui doit augmenter, le contrôle des coûts, etc. Alors peut-être en vue de respecter l'horaire, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des gens qui voudraient adresser une question de nos panélistes? Je n'ai pas vu de questions défiler sur l'écran. Alors, une question de Richard.
Richard Delvaux, qui nous arrive tout droit de Bruxelles. Merci Richard. La sécurité devient aussi un enjeu commercial pour des sociétés de services de sécurisation. Quel rôle doivent jouer associations des banques et entreprises avec les organismes publics pour aider les corporates pour qui ce défi peut être un coût additionnel certain, jusqu'à 23% du budget si ça a été mal négocié. Richard, où es-tu? Je le vois pas, Richard. Vous le voyez ou pas? Non. Ah, il est là-bas. Alors la balle va passer tranquillement et va aller jusqu'à Richard. On commence par Madame. Oula. Alors pendant cela, on répond à la question de Richard. Oui, alors enjeu commercial au niveau de la banque, je ne sais pas, mais très clairement, il y a un enjeu de collaboration. Parce que aujourd'hui, si on veut vraiment faire face à tout ce qui est cybercriminalité, cyberfraude, il faut travailler ensemble. Comme tu le disais tout à l'heure, on a des systèmes de détection, ils ne détectent pas tout, c'est impossible. Quand on voit le nombre de transactions qui sont processées à la seconde, c'est totalement, aujourd'hui, techniquement pas possible. Mais en revanche, si on travaille ensemble, parce que vous pouvez détecter certaines choses, nous pouvons en détecter d'autres, si ensemble on travaille à former les équipes et à détecter et à rapporter, on sera beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau des banques, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, enfin, on fait des campagnes, on fait de la sensibilisation, à l'inverse, je trouve qu'on manque encore un petit peu de retour de la part de nos clients quand ils voient des choses ou quand ils ont des questions pour que finalement ensemble on puisse augmenter la sécurité de vos transactions finalement. Donc là, on revient au vœu d'une meilleure coordination, un meilleur échange entre nous. Ah oui, c'est totalement nécessaire. C'est-à-dire que demain, il n'y a pas, même si on parle d'un prestataire de services externe, il n'y a pas une seule entreprise qui peut vous dire je vous sécurise et tout va bien. C'est entre vous, vos employés, votre banque et peut-être un prestataire externe si c'est votre choix. Mais ce sera la collaboration entre tous les acteurs. Parce qu'il n'y a personne qui a une vue et une compréhension à 100% de ce qui va vous arriver demain. Un commentaire? Oui, je suis d'accord. J'ajouterais quand même, pour être positif, alors, évidemment, il faut plus de coordination, on en a tous besoin. Ce que je note pour être positif, c'est que le sujet n'est vraiment plus tabou, il l'était au départ, mais il y a une libération de la parole, et quand Alexandre, on fait un peu le même métier, on va former des entreprises, etc. Et les gens parlent, ils parlent vraiment des fraudes qu'ils ont subies, des bonnes pratiques qu'ils ont mis en place, il y a des vrais échanges, et ça, voilà, ça a changé. Après, sur la coopération, je crois que ce qu'il nous faudrait aussi, c'est compliqué à cause des réglementations sur la protection des données, etc. C'est plus d'échanges sur les points de compromission, c'est-à-dire, en gros, pour être concret, un compte bancaire qui n'est pas nécessairement frauduleux, mais qui a été détecté comme suspicieux ou qui a fait... qui a servi à véhiculer de l'argent, par exemple, suite à une cyberfraude, va pouvoir ensuite alerter toute la communauté bancaire sur une zone assez large. Ce serait quand même très utile. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas une réalité et c'est pas vraiment notre faute, mais on y travaille. Alors je vais demander maintenant à Olivier Lefebvre, John Colemalé, Rachid Dabi de lever la main pour savoir à qui Richard doit passer la catchbox. John est là. Richard, John est là. Allez, c'est parti. Yes, fantastique. John. Pendant que la catchbox passe, je voudrais apporter un complément de réponse sur l'aspect en relation avec les institutions publiques de la question précédente, si tu le permets, Hervé. Mais bien sûr. Il y a un truc qui est toujours très gênant et qui discrédite la régulation ou la réglementation, c'est quand l'autorité publique, l'autorité en général, édicte une loi ou produit un règlement qui n'est pas applicable. Et alors, dans un univers qui change beaucoup et très vite, et qui incite les acteurs publics ou les régulateurs à produire de la réglementation pour essayer de suivre le changement d'environnement, eh bien en général, il y a de la contrainte, il y a des coûts induits, et les entreprises ne peuvent pas forcément toujours suivre. Et ça, moi, dans les
colloques où je vais, ou dans les rencontres que je fais, j'ai souvent des questions de gens qui nous disent « mais vous allez nous tuer, parce que en fait, vous allez nous mettre en difficulté par rapport à nos concurrents, par exemple d'outre-Atlantique, ou d'autres espaces économiques qui sont moins contraints que nous ». Alors ça, on en est bien conscient, et dans la démarche qui est des services publics en général, des services du Premier ministre en général, c'est quelque chose qui est partagé, et pour ce qui est de l'ANSSI en tout cas, on fait très attention à accompagner les changements. Par exemple, la directive européenne sur la sécurité des systèmes d'information qui est en cours de transposition va voir apparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau concept d'opérateur de services essentiels. Donc on imagine qu'il y aura peut-être 3 000, 4 000 entreprises qui sont concernées. Aujourd'hui, il y a 250 opérateurs d'importance vitale, on va en rajouter 3 000 à terme. Mais évidemment, on ne va pas décréter ça du jour au lendemain. On va commencer par discuter avec une centaine d'entre elles, puis 200, puis 300, parce qu'il faut aussi que le marché des prestataires de services qui sont censés réagir, auditer, détecter, réagir aux incidents, soit mature, soit suffisant, etc. Donc on fait attention, autant que faire se peut, à accompagner ces mouvements. Et ça passe, comme tu l'as dit, par le dialogue, aussi avec les institutions publiques, pour ce qui est de la réglementation des données, de la protection des données avec la CNIL, mais aussi avec l'ANSSI pour le reste, pour la partie sécurité cyber. Donc je précise parce que c'est forcément quelque chose à laquelle on a pensé quand on est chef d'entreprise ou quand on est chef d'un service et qu'on est contraint. Il faut pas hésiter à discuter ou à rechercher le dialogue. Alors John, question de John. Oui, bonjour à tous. Je souhaitais savoir, parce que dans nos entreprises, la cybersécurité, les risques entre la fraude, nous sommes tous bien sensibilisés. Tous les trésoriers, il n'y a pas besoin de nous convaincre, c'est un sujet où je pense nous sommes très concernés. Néanmoins, quand nous sommes en comité de direction avec notre management, nous avons le sentiment d'être un peu rébarbatif et de répéter les mêmes choses. Quelles sont vos recommandations pour convaincre au plus haut niveau managérial, à l'IXCOM, et leur faire comprendre que c'est un sujet où nous sommes tous concernés, l'entreprise est à risque, et non seulement l'entreprise, mais également sur nos données privées. Comment arriver à convaincre et à faire prendre conscience que c'est un sujet majeur? Très rapidement, premièrement, vous pouvez dire à votre COMEX d'inviter l'ANSSI à venir parler à un COMEX. Parce que les COMEX ne pensent pas forcément nous inviter. Mais si vous avez une responsabilité au contact du COMEX, vous faites partie d'un COMEX, proposez ça. Alors, le directeur général est quelqu'un d'assez communicant, qui explique bien les choses, qui est très fort. Il est parfait pour parler dans un COMEX. Il est convaincant. Ça, c'est la première chose. Mais les COMEX n'y pensent pas forcément. Et on viendra. La deuxième chose, c'est que c'est normal nous aussi, moi je répète toujours les mêmes choses, on est un peu des Cassandres en fait. On dit que le malheur va arriver, il n'arrive jamais vraiment, ou on n'entend pas parler, et quelquefois il y a des gens qui nous disent, des gens qui sont des acteurs importants des institutionnels, publics ou privés, qui nous disent bon, finalement vous nous dites que ça va mal se passer, mais finalement ça passe, voilà, Saint-Gobain, 80 millions de chiffre d'affaires, bon voilà, ils ont survécu, ils ont même fait des bons résultats. Et puis la vie des Français n'a pas été perturbée pendant les grandes vacances. Il y a quelques bricoleurs qui ont du mal à s'approvisionner chez Monsieur Bricolage, mais bon, voilà. Et donc, là, c'est vrai, mais ça, c'est le lot de tous les gens qui font de la prévention, je pense. Alors, en tout cas, il faut dire aux COMEX de nous inviter, c'est la première chose. Et puis, je vous dis, deuxième chose qui est très importante, vous n'y pensez pas assez, en général, je parle en termes de généralité, il y a des petites entreprises qui font de la sensibilisation, qui coûtent pas très cher, qui sont très bien et qui viennent de l'extérieur parler à 50, 500 personnes avec des petits ateliers, des trucs, et qui font bien comprendre ce que c'est que la vulnérabilité dans l'utilisation des systèmes d'information. Il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à ces petites entreprises qui sont des start-up en général, mais qui sont armées avec des gens qui connaissent bien les sujets. Merci beaucoup. Merci à François, Henri, Emmanuel, Alexandre et Olivier pour cet exercice incroyable. Comment, au pied levé, réussir à monter une table ronde. Merci. Alors maintenant, je vais avoir besoin
de vous pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait à Univers SwiftNet et qui me semble absolument essentiel de faire une fois dans sa vie. C'est aujourd'hui. Vous savez, depuis un peu avant Noël, que nous avons décidé cette année d'avoir un partenariat avec une association qui s'appelle le Rire Médecin. Et pourquoi nous avons ce partenariat avec le Rire Médecin? Parce que tout simplement, nous avons rencontré un retraité utile. Alors qu'est-ce qu'un retraité utile? Un retraité utile, c'est Tony Croiser. Tony Croiser, certains d'entre vous le connaissent. Tony Croiser, il était là au premier Univers SwiftNet et il est là au 15e Univers SwiftNet. Entre-temps, il a pris sa retraite et il a décidé de rendre sa vie utile. Avant, il était banquier, c'était bien aussi. Hein. À choisir. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi de tous vous revoir. Personne n'a changé d'ailleurs. Tout d'abord, Hervé, je tenais vraiment beaucoup à te remercier au nom du Rire Médecin de l'opportunité que tu nous donnes pour présenter notre association. Merci à toi. Oui, vous pouvez. Avant d'accueillir Caroline Simons, directrice et fondatrice du Rire Médecin, nous vous proposons une petite vidéo qui vous montre combien l'émotion est forte au travers de nos clowns et des enfants. Good morning, Paris. J'ai deux amours, c'est Paris et vous, aujourd'hui. Je suis là parce que je suis la directrice, fondatrice du Rire Médecin, mais je suis là parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous de continuer cette bel ouvrage, cette mission auprès des enfants malades et hospitalisés, maintenant 26 ans. 26 ans de rigolade. Imagine, ça fait 1 million de sourires dans les yeux des enfants hospitalisés. Personne
a envie d'être malade, surtout des enfants. Un bébé, il n'a pas envie d'être en réanimation avec une bronchiolite, avec des parents inquiets. Une petite fille de 7 ans n'a pas envie de perdre ses cheveux en pleine Reine des Neiges, avec des parents inquiets pour des résultats, pour qu'elle ne rechute pas. Un ado n'a pas envie d'être hospitalisé parce qu'il a fait un tentative de suicide, parce qu'il était maltraité, parce qu'il a une drépanocytose, une mucoviscidose. Et puis, à l'hôpital, pour qu'un enfant, un bébé, un ado reste un enfant, pour qu'un parent reste un parent normal, il faut aussi s'amuser. Il faut aussi vital à l'hôpital de sourire, de jouer. C'est le droit d'un enfant, de jouer dans la vie. Donc nous, des comédiens, on est spécifiquement formés pour travailler à l'hôpital. On est la main dans la main avec tous les soignants. Le matin, on voit les infirmières, on parle des enfants, on sait qui est là. La petite Chloé, elle a 8 ans. Elle est achivée. Elle a perdu sa maman. Elle est triste aujourd'hui. Va le voir. Le grand garçon là, au bout du couloir, il a fait une tentative de suicide, mais il était maltraité. Voilà. C'est les choses qu'on entend tous les matins quand on va à l'hôpital. On est toujours à deux. Pourquoi à deux? Parce qu'on fait du théâtre. On n'est pas des thérapeutes. Certes, c'est thérapeutique ce qu'on fait. On ne guérit pas les maladies, mais on guérit beaucoup d'âmes. Et pour ça, on a besoin de partenaires fidèles, long terme, comme vous, des gens comme vous qui ont les moyens de nous aider. Vous êtes nos coulisses. Vous nous soutenez. Depuis 26 ans, des entreprises avec du cœur, avec de l'éthique, nous soutiennent. Je viens vers vous aujourd'hui pour dire, venez nous rencontrer dans le hall, faire un don spontané. Il y a un petit bon très très bien fait. Vous pouvez faire un tout petit don, un moyen don, mais même un très grand don. C'est pas gênant du tout. Pas du tout. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez reçu un nez rouge quelque part. Il est peut-être dans votre poche, comme moi, non? Alors, qui n'a pas eu sa pochette? Les gens qui n'ont pas eu de pochette, vous levez la main et nous allons vous distribuer votre pochette dans laquelle vous allez trouver le nez rouge. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur le nez et on va faire la plus grande selfie du monde. J'ai jamais eu un selfie pareil. Alors, je vais descendre avec vous. On va faire un énorme selfie. Vous êtes d'accord? On met tous le nez rouge et on va faire la plus grande photo jamais réalisée de soutien aux rires médecins et aux enfants malades. Tout le monde met son nez rouge. Si vous n'en avez pas, vous levez la main, on vous distribue des pochettes ou des nez. Et c'est parti. Nous voici pour la plus grande photo du monde. Vous pouvez vous lever. Les gens qui sont sur le bord, vous pouvez vous rapprocher, vous mettre au milieu, de manière à faire un truc compact avec que des nez rouges. On descend. Attends, comment je descends? Par là. Là. Et la meute des photographes est en train d'arriver. Debout les hommes, la mer monte. Debout. Je suis avec vous. Et si vous n'avez pas de nez rouge, vous levez la main. Vincent n'a pas de nez rouge. Aidez-nous. Jacques n'a pas de nez rouge. Les lumières. Allumez les lumières pour que les photos soient meilleures. Tous les mains en l'air. Voilà. 1, 2, toi. Tous les bouches ouvertes. 1, 2, toi. Ah. Je vous embrasserai individuellement, promis juré. Je me charge des femmes. Merci. Merci. Merci.